Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. 2,2 millions de bénéficiaires au 1er janvier 2019 pour le régime local d'Alsace-Moselle. Un système d'assurance maladie mis en place déjà lors de la période de 1871 à 1918. Des lois allemandes maintenues officiellement en 1919, puis après la Seconde Guerre mondiale et ensuite pérennisées en 1991 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais pour parler avenir et des 100 ans de ce système, nous accueillons aujourd'hui Anne-Céline Freiss. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. Donc vous êtes directrice adjointe du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et on va détailler avec vous tout ça en deuxième partie d'émission. Demain, date officielle du Black Friday, même si certaines enseignes ont déjà proposé des offres depuis quelques jours. Sandrine, salut. Coucou Uranie. Tu profites toi du Black Friday ? Oui, je vais essayer d'en profiter, mais surtout dans les commerces du coin ou du centre-ville de Sarreguemines par exemple. Et on verra si nos internautes feront pareil. Direction maintenant la gare de Wölflin, où le projet Vélorail a été mis en place en 2019 et sera développé l'an prochain par l'association T2SB. Association qui a aussi un autre projet, la locomotive à vapeur. Marie, salut, peux-tu nous en dire plus ? Salut Uranie, effectivement la locomotive à vapeur, comme tu viens de le dire, est l'élément central, celle qui permettra de tracter le train touristique entre Sarreguemines et Bitche. Alors la CITEV, la compagnie internationale des trains express vapeur, a déjà cette locomotive à vapeur à disposition. Elle s'est proposée de la donner à l'association T2SB, évidemment contre un coût. Le coût d'ailleurs, l'association T2SB a fait des demandes auprès de la région et des deux collectivités, la communauté de communes du Pays de Bitche et la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, pour avoir justement ces financements. Il faut aussi savoir que la cellule de matériel radié de la SNCF va fournir presque gratuitement des wagons voyageurs à l'association T2SB pour mener à bien ce projet de train touristique entre Sarreguemines et Bitche. Mais Marie, ce n'est pas l'information principale. Si on parle aujourd'hui de T2SB, c'est parce qu'ils ont fait l'événement hier. Mais effectivement, on est à Wölflin, ici à la gare, parce que c'est là qu'il y a le vélorail et c'est là que passera le train touristique. Mais l'association T2SB, qui existe depuis 18 mois, on en parle beaucoup depuis hier parce qu'ils ont fait l'événement. En fait, ils viennent de récupérer, et c'est tout à fait exceptionnel, la gestion du bâtiment, la gare de Bitche et des alentours. La SNCF a signé une convention avec l'association pour qu'elle s'occupe du patrimoine architectural et des abords pour son projet, notamment de train touristique. Mais Thibaut était sur place et il a réalisé un reportage pour nous qu'on verra plus tard dans l'émission. Merci beaucoup et merci aussi à Marie-Morgane pour le cadrage. Allez vous mettre au chaud et en dehors de la pluie. Et on démarre ce journal avec quelques brèves. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix chez Best. La grève du 5 décembre s'annonce massive dans de nombreux secteurs. À Sarreguemines, les Francas lancent d'ores et déjà un message pour rassurer les parents. Le périscolaire sera opérationnel, aussi bien pour le déjeuner que pour les activités périscolaires à partir de 16h. La grande inconnue pour le moment, c'est le nombre d'enseignants qui seront en grève, dont l'absence devra être compensée par le service minimum mis en place par la ville. Une très bonne nouvelle pour l'association T2SB. L'association qui projette de mettre en place un train touristique entre Sarreguemines et Bitche s'est vue remettre les clés de la gare désaffectée de Bitche. C'est la première fois que la SNCF confie une ancienne gare à une association. La convention vient d'être signée, la SNCF reste propriétaire, mais l'association a carte blanche pour occuper la gare. Pari réussi pour Bertrand Piccard, parti de Sarreguemines lundi, symboliquement de la station hydrogène Fayence. Le fondateur de Solar Impulse a parcouru 778 km jusqu'au musée de l'air et de l'espace du Bourget à bord d'un SUV Hyundai à hydrogène. Il a effectué le trajet sans recharger, mais pas tout à fait d'une traite. Il a fait de courtes haltes pour accueillir à son bord des autostoppeurs un peu particuliers, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le prince Albert II de Monaco ou encore le grand-duc Henri de Luxembourg. Une table de Noël de toute beauté. Elle a été réalisée par le Bocuse d'Or France Mathieu Otto avec les élèves du lycée Simon Lazare.
Sur cette table, les verres en cristal de Saint-Louis côtoient les assiettes en faïence du service Lorraine, produites par la manufacture de Sarreguemines. Au centre se dresse une pièce en sucre de 80 cm de hauteur, réalisée par les lycéens. Le tout est à découvrir jusqu'au 24 décembre au musée de la faïence, rue Poincaré à Sarreguemines. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Allez, on garde le sourire et le moral même si le temps est maussade. Est-ce que Sandrine a de bonnes nouvelles pour demain? Réponse tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Malheureusement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour demain. Les nuages seront toujours présents toute la journée et les averses se font heureusement un petit peu plus rares. Les températures minimales iront de 3 à 5 degrés, les maximales de 8 à 9 degrés. Et demain, nous serons le vendredi 29 novembre. Nous fêterons les Saturnins. Le soleil nous accompagnera de 8h02 à 16h37. Et l'hiver approche, le froid et la neige aussi. Les nichoirs vont bientôt devenir indispensables pour les oiseaux. Je vous propose de découvrir aujourd'hui des idées originales de nichoirs qui décoreront vos jardins. Un grand merci à Chantal pour la photo. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail ou alors sur notre page Facebook. Elle ne s'y attendait pas. L'association T2SB, qui fait vivre la gare de Bitche, fermée depuis octobre 2014, a reçu en avance son cadeau de Noël. La SNCF a décidé de leur mettre à disposition et de façon permanente ce bâtiment historique. Pour officialiser cet échange, un document officiel a été signé. Thibaut Desmerlet a assisté à la rencontre. Un énorme travail enfin récompensé. L'association T2SB s'est vue remettre les clés de la gare de Bitche par la SNCF. La SNCF possède de nombreuses gares fermées et peut décider de vendre ses bâtiments ou de les confier aux communes. Mais ici, c'est une situation exceptionnelle. Jamais une gare historique n'a été confiée à une association. T2SB pourra désormais y mettre son siège. Sonny Sadler, président de l'association, a été agréablement surpris de la proposition. Il y a un retour exceptionnel de la SNCF sur ce sujet-là, qui ont vraiment, ils ont constaté que la sérieuxité du projet, de l'association, et donc vraiment un retour exceptionnel. Et c'est effectivement un très grand jour pour nous. C'est un aboutissement d'un long travail, puisqu'il faut quand même souligner que tout ça aujourd'hui, c'est grâce à tous les bénévoles qui sont mobilisés depuis 1 an et demi. Effectivement, l'association a maintenu en vie ce bâtiment en l'entretenant, mais aussi par différents événements. Le succès des Journées du patrimoine en septembre dernier, avec plus de 700 visiteurs, a mis la puce à l'oreille de la SNCF. Pour elle, T2SB a fait ses preuves et est digne de s'occuper à plein temps de la gare de Bitche. Pour Rémi Gasson, responsable SNCF Gare et Connexion de la valorisation du patrimoine du Grand Est, c'était la bonne décision. Et à ce moment-là, au sein du comité de direction de la région de SNCF Gare et Connexion, on a décidé de mettre à disposition la gare pour redonner un petit peu de gaieté et de vie dans cet endroit important pour les citoyens de Bitche, quoi. Effectivement, ça a un sens culturellement d'essayer de redonner de vie à un bâtiment qui a eu toute une histoire. Donc voilà, c'est un petit peu le côté exceptionnel, parce que tous les bâtiments n'ont pas ce cachet et tous les bâtiments n'ont pas cette histoire, quoi. Les deux parties ont signé la convention. La SNCF reste propriétaire des lieux, mais laisse carte blanche à l'occupation de l'association T2SB. Pour le maire, Gérard Imbert, c'est une bonne chose, mais la réouverture de la ligne vers Niederbronn-les-Bains est une priorité. L'association, quant à elle, a de nombreux projets pour la Belle Endormie. La gare de Bitche a été mise en service fin 1869 et elle est parmi les bâtiments les plus emblématiques de la ville, notamment d'un point de vue architectural. 3 éléments sont mis en valeur dans ce reportage de Marie Luff et Marie-Morgane Lorenz. Le donjon de la gare de Bitche est l'élément le plus significatif. L'horloge a retrouvé sa place après un court passage décrié par le musée de Mulhouse. Et elle fait la fierté des Bitchois. L'édifice a été reconstruit par les Allemands pour rendre hommage à leur nation. C'est un édifice important par sa taille. L'empereur Guillaume II l'a d'ailleurs inauguré en 1903. Le matériau utilisé est la pierre de taille, en grès des Vosges.
Dernière spécificité de ce bâtiment, la salle d'attente en chêne avec des étoiles ciselées qu'il s'agit de préserver. Et nous sommes maintenant en compagnie de Sonny Sadler, président de l'association T2SB. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va revenir sur les conséquences de la signature hier de cette convention. D'abord, premier point, à quoi vous engage-t-elle concrètement ? Déjà, à faire l'occupation de la gare, donc l'entretien, tout ce qui est quotidien, quoi, de l'entretien d'une maison. Hein, là, c'est un grand bâtiment. Donc, mais aussi de respecter certaines consignes, parce que la gare en elle-même, elle a encore des agrès de sécurité que personne n'a le droit de toucher. Hein. Donc voilà, il y a des consignes, il y a aussi des restrictions. Mais pour nous, c'est de sauvegarder cette gare parce qu'elle commençait à se dégrader. Voilà, c'est l'objectif principal. Donc on comprend bien, l'entretien de la gare et ses abords sera à la charge de T2SB. Mais comment est-ce que vous allez financer tout ça ? Oui, alors déjà, dans un premier temps, on va faire les petites réparations. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Je dirais un exemple, une gouttière qui fuit, une infiltration d'eau. Donc, l'association, on va demander naturellement... nous, on a nos recettes principales actuellement viennent du vélo-rail. Hein. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, on va faire un dossier au niveau de la DRAC, hein, la Direction régionale des affaires culturelles, parce qu'on va demander le classement de cette gare, ce qui est tout à fait normal. C'est un bâtiment historique. Hein. Voilà. Et la troisième, on verra, on se mettra en contact avec la mairie de Beach. Hein. On signera peut-être une convention avec eux pour notamment avoir aussi quelques subventions. Hein. Voilà. Et donc, on va gérer. Très bien. Alors, en début d'émission, on évoquait la locomotive à vapeur qui va nécessiter aussi une levée de fonds. Est-ce que finalement, avec le projet d'entretien de la gare, vous n'êtes pas trop ambitieux ? Non. On a déjà fait le calcul. Hein. Donc, le projet de la loco à vapeur, c'est effectivement c'est le bilan, peut-être au niveau bilan, c'est le plus lourd au niveau financier. Donc, là aussi, hein, on a fait des démarches auprès des communautés de communes, enfin, la communauté de Beach et la case de Sarreguemines, hein, qui est partie prenante. Et puis, naturellement, on va se rejoindre aussi au niveau du conseil régional hein, pour des subventions. Hein. Voilà. Alors, dernière question, est-ce que dans la signature de cette convention, ne pourrait-on pas y voir une stratégie de la part de la SNCF ? Parce que désormais, c'est votre association qui va financer l'entretien, mais on l'a compris, la SNCF reste propriétaire. Oui, tout à fait. Mais bon, ce n'est pas une stratégie parce que, comme l'a répété M. Gasson, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Parce qu'en général, ils ne font rien du tout. Ils n'ont pas de moyens physiques et financiers hein, pour entretenir ce genre de gare. Donc la gare aurait continué à se dégrader et ça aurait ramené de bon. Tandis que l'association, il gère. Je vous rappelle quand même, dans notre statut de l'association, on a mis conservation du patrimoine ferroviaire. Donc voilà, donc ça, il y aura... C'est sûr, c'est des contraintes, mais on est des passionnés, donc on accepte. Mais ce n'est pas une stratégie. De toute façon, la SNCF n'aurait pas eu les moyens de l'entretenir. Hein. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses. À bientôt. À bientôt, merci. Après la redynamisation de Beach, direction le centre-ville de Sarreguemines pour un petit peu de shopping. 3 jours de Black Friday sont proposés par une 60aine de magasins. Un forfait de 2 heures de parking gratuit est accordé au parking du Moulin et du Carré Louvain. Et voici quelques détails supplémentaires avec Jamila Loumi, présidente de l'association des commerçants. Sarreguemines s'engage dans le Black Friday avec des promotions sur l'ensemble du centre-ville de Sarreguemines. L'idée, c'est vraiment d'offrir, quelquefois sur une sélection de produits ou alors sur tout le magasin, des remises. Voilà. Et surtout, vous aurez la possibilité, dans l'ensemble des commerces qui sont bien sûr divers et variés, de découvrir plus de 3000 marques, plus de 60 boutiques même, qui vous proposeront donc des offres particulières destinées dans ce week-end. Donc, il va partir du vendredi au dimanche sur les promotions Black Friday. Immersion maintenant dans le monde des 10, ces enfants victimes de troubles des apprentissages issus de troubles cognitifs. Le collectif artistique L'Ouvre-Boîte a décidé d'aborder cette thématique par l'intermédiaire du théâtre avec son spectacle Lisa Lira. Il a été présenté à des enfants à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Ces derniers ont écouté le délicat parcours de l'Isabelle, victime de troubles 10. Voici un extrait. Tant que j'étais pépite, c'était pas important si les 2 ailes de mon prénom n'avaient pas la même forme. C'était même plutôt beau. De forme à norme, il n'y a qu'un pas.
à l'école. Les lettres ne dansent pas. Et la maîtresse ne parle pas la langue des petits loups donc. L'occasion de vous rappeler qu'il y aura une conférence sur les troubles des apprentissages demain, vendredi 29 novembre à 20h. C'est gratuit, ouvert à tous et c'est à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Quel bilan pour les 100 ans du régime local et quel avenir? Réponse avec Anne-Céline Freiss, notre invitée. On parlera Black Friday avec nos internautes et ne manquez pas notre supplément Grains & Loss au sujet d'une entreprise de recyclage en Sarre. C'est juste après la pub. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Bitch, des réponses à tous vos besoins. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches, chocolat et gâteaux de Noël. Le Chalet des Étains vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Cabine de peinture et produits hydro pour un standard de carrosserie AD. En ce moment, le contrôle hiver 25 points est gratuit et sans rendez-vous. Profitez aussi d'une remise de 30% sur les kits de distribution et pompe à eau. Sans oublier nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Le Black Friday, c'est demain. Nos internautes vont-ils en profiter? Eh bien, Sandrine, tu leur as posé la question. Oui, je leur ai demandé s'ils allaient en profiter et surtout s'ils allaient privilégier plutôt les achats sur Internet ou alors chez nos commerçants. Et sur près de 300 votants, il y a 37% d'entre eux qui iront plutôt dans les commerces du secteur et 63% qui feront leur achat sur Internet. Alors, à l'inverse, dans les commentaires, ils sont nombreux à tout simplement ne pas souhaiter y participer du tout, en nous écrivant par exemple ni l'un ni l'autre, non ou nulle part. Et ensuite, le débat a continué dans les commentaires et s'est ouvert sur toute autre chose. Nos internautes sont revenus sur l'utilité même de cet événement. Alors Isabelle nous écrit ras-le-bol, mais ras-le-bol de toute cette pub autour du Black Friday. En plus, pour la plupart, c'est de l'arnaque. Aux USA, le Black Friday ne se fait que le vendredi après Thanksgiving. Chez nous, pas de Thanksgiving et on l'a avant, pendant et après le Black Friday. Donc Patricia nous dit non, c'est encore une petite solde de plus. Si les commerçants veulent se mettre à l'heure américaine, qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout avec des réductions de plus de 40%. Et enfin, Estelle nous écrit « Ce qui me fait rire, c'est que les gens ici ne font pas Thanksgiving en attendant le Black Friday comme le Messie. De toute façon, pas les thunes pour acheter. » Bon, on finit sur ce commentaire. Voilà. C'est vrai qu'après, c'est toujours un sujet qui est un petit peu polémique, mais bon, il faut en parler. Et puis, promis, on arrête d'en parler aujourd'hui, Black Friday. C'était juste pour aujourd'hui. Ok, très bien. Je me tourne maintenant vers notre invitée, vers vous, Anne-Céline Freiss. 100 ans du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, ce n'est pas rien. On va dresser un bilan, bien sûr, avec vous. Mais juste avant, voici une petite minute pour vous rappeler son rôle. En Alsace-Moselle, les gens sont mieux assurés que dans le reste de la France, c'est bien connu. Mais pourquoi? C'est un héritage de l'histoire particulière de ces départements. Comme partout ailleurs, ce sont les caisses primaires qui gèrent le régime général d'assurance maladie. Sauf que,
En Alsace-Moselle, il y a en plus un régime complémentaire obligatoire. C'est le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle. Tous les salariés en bénéficient, même en cas de chômage, tout comme leurs enfants et les personnes à charge. Et s'ils ont cotisé le bon nombre d'années, ils conservent cet avantage pour la retraite. Aujourd'hui, le régime local, c'est 2,2 millions de bénéficiaires, 550 millions d'euros de budget annuel, et les assurés sont mieux remboursés. Un exemple ? Quand vous allez chez le médecin, vos soins sont pris en charge à 90%, contre 70% dans le reste de la France. Autre exemple ? Les soins hospitaliers sont remboursés à 100%, contre 80% dans le reste de la France, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, bien entendu. Alors Anne-Céline Freiss, j'imagine que ce régime local a beaucoup évolué au fil des années. Alors oui et non, c'est-à-dire que le régime local, depuis, on l'a vu un petit peu dans la vidéo, depuis son héritage historique, il consiste effectivement à mieux rembourser ses bénéficiaires. Et donc on est resté sur cette ligne-là de conduite toutes ces années. Les dépenses augmentent comme partout en France et le régime local continue à s'adapter. Alors quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de ce régime local ? Alors le bilan, je dois dire, est positif, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le régime local, il est géré par un conseil d'administration qui est composé de représentants de ses bénéficiaires, les actifs et les retraités. Donc ce sont des personnes qui se réunissent 4 fois par an et qui gèrent vraiment en bon père de famille ce régime local. Donc ils vont décider du niveau de prestation, surtout du niveau de cotisation, puisqu'on cotise pour ce régime local. Et il y a toujours cette recherche voilà, comme je le disais, de gestion en bon père de famille. Il faut savoir que le régime local, il n'est pas toujours excédentaire. Il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres et en fait, ça se compense. Mais là, cette année, il est excédentaire ? Alors, cette année, on sera à l'équilibre. On a une obligation d'être à l'équilibre, donc là, tout va bien. Très bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur les bénéficiaires qui, aujourd'hui, peut bénéficier de ce régime local ? Alors, le régime local est obligatoire pour toutes les personnes qui sont salariées en Alsace-Moselle. Et la vidéo le disait, c'est bien salariés, donc pas les fonctionnaires, pas les travailleurs indépendants, ce sont bien les salariés du régime général. Ils en gardent le bénéfice s'ils se retrouvent au chômage. Ils en gardent le bénéfice aussi à la retraite s'ils ont cotisé suffisamment pendant leur carrière. Et surtout, leurs ayants droit en bénéficient. On a à peu près un gros quart de bénéficiaires qui sont des enfants, des personnes à charge, qui ne cotisent pas mais qui bénéficient des prestations. Alors le régime local, c'est pas que du remboursement, vous avez d'autres prestations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, ça fait 20 ans, un autre anniversaire, que le régime local finance des actions de prévention en santé publique pour des pathologies qui sont particulièrement préoccupantes en Alsace-Moselle, les cancers, les maladies cardiovasculaires et la bronchite chronique. Donc on finance des programmes de prévention. En 20 ans, on a financé plus de 10 millions d'euros pour ces actions-là. Et pour citer juste un exemple pour être bien concrète, il y a par exemple un programme dans votre région. Ici à Sarreguemines, par exemple, il y a une cellule éducative pour un programme qui s'appelle Je t'aime mon cœur, j'adore ce nom, qui fête ses 10 ans aussi, encore un anniversaire. Et donc en fait, votre médecin traitant, s'il détecte que vous avez des risques de développer une maladie cardiovasculaire, il va vous orienter vers toute une équipe de choc, de professionnels de santé hyper motivés qui vont vous aider, un diététicien, un éducateur sportif, un tabacologue, qui vont vous prendre en charge. C'est gratuit et vraiment pour vous aider à améliorer votre état de santé. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce dispositif. Merci d'avoir fait le point sur celui-ci. On sait que beaucoup d'organismes sont remis en question, sont un peu sur la sellette, notamment ceux qui sont liés à la retraite. Qu'en est-il de l'espérance de vie du régime local ? Alors, bon, le régime local est bien ancré, c'est un régime légal, la population y est attachée, il n'y a pas vraiment de raison de le remettre en cause. Par contre, c'est vrai qu'au gré des réformes nationales, d'assurance maladie notamment, voilà, on craint toujours un petit peu qu'il y ait des impacts, mais voilà, on s'adapte à chaque fois, à chaque réforme. Est-ce que ça ne crée pas une inégalité par rapport au reste de la France ? Alors c'est ce qu'on entend souvent, effectivement, on est mieux remboursé qu'ailleurs, ça c'est certain. Alors on nous envie cette dimension de solidarité, c'est-à-dire que si votre état de santé se dégrade, vous ne payez pas plus. Si vous avancez en âge, vous ne payez pas plus. Si vous avez une grande famille, vous ne payez pas plus. Donc ça, c'est ce qu'on nous envie. Mais il faut savoir quand même, je disais on ne paye pas plus, mais on paye quand même. C'est-à-dire qu'il y a une cotisation que le reste de la France ne paye pas en contrepartie. Très bien. 100 ans du régime local, certes, mais est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont une méconnaissance du système et si oui, sur quel point ?
Ah oui, oui, oui. Alors, il y a effectivement beaucoup d'idées reçues sur le régime local. Beaucoup de personnes qui nous disent que nous sommes excédentaires et que tous nos excédents partent dans des régimes à Paris, que ça disparaît, etc. Aussi des idées reçues sur le fait que parce qu'on est né en Alsace-Moselle, on en bénéficie toute sa vie. Voilà, donc on essaye de faire de la pédagogie. C'est aussi pour ça qu'on a fait la petite vidéo que vous pourrez retrouver sur notre site internet. On a fait également des conférences dans chacun des 3 départements pour faire connaître le régime local. Voilà, on pense que c'est important de faire de la pédagogie pour mettre fin aux idées reçues et puis valoriser ce qu'on fait. Tout à fait, et vous avez bien raison. Et on va peut-être aborder maintenant la question des ambitions, de l'avenir. Quels seraient prochainement, on va dire dans les prochaines années, les changements qu'il pourrait y avoir ou des évolutions sur le régime local? Alors le conseil d'administration du régime local aimerait beaucoup pouvoir étendre son niveau de prestation parce qu'on est un régime, pour faire très court, qui coûte pas très cher en termes de fonctionnement parce qu'on est adossé à nos partenaires organismes de sécurité sociale, la caisse primaire, les caisses primaires, la CARSAT et les URSSAF notamment. Et donc tout ça pour dire qu'on aimerait pouvoir proposer une meilleure couverture encore à la population, bien sûr en augmentant un peu le taux de cotisation, mais au final on s'y retrouverait. Et pour l'instant, ces demandes-là n'ont pas abouti, mais c'est la tendance du régime local, de son conseil d'administration, de pouvoir offrir encore un peu plus. Vous ne baissez pas les bras en tout cas, vous allez réitérer. Très bien. Et bien sûr, vous avez cité le site internet tout à l'heure, il y a un formulaire de contact si on veut vous poser des questions. Et c'est assez bien expliqué aussi sur l'histoire du régime local et vos prestations. Il y a même des documents clés, des chiffres, et ça peut être intéressant si on se pose des questions sur tout ça. Merci beaucoup Anne-Céline Freiss d'avoir participé à notre émission. On va peut-être penser un petit peu au week-end. Avec toi Sandrine. La chronique des sorties c'est maintenant et on commence à Beach avec une journée porte ouverte un peu particulière. Oui, pour la première fois, l'ACAB, donc l'association des commerçants et artisans de Beach, organise une journée porte ouverte ce dimanche de 10h à 18h dans différents commerces de la ville que vous pouvez voir à l'écran. Vous pourrez aussi retrouver la liste complète sur la page Facebook de l'ACAB. Vous pourrez profiter donc ce dimanche de remises, de cadeaux et vous pourrez également participer à une grande tombola. Alors un voyage à Dubaï, un voyage à Majorque, un voyage à Venise et 3 Nintendo Switch sont à gagner. Alors n'hésitez pas à y faire un tour pour faire le plein de cadeaux aussi avant Noël. Et puis autre événement à ne pas manquer ce dimanche, une projection inédite au Cinéma Forum. Oui, il s'agit du film Johnny Hallyday, Un soir à l'Olympia, qui explique sa singulière relation avec l'Olympia, qu'il a vu jouer 266 fois entre 1961 et 2006 à travers des souvenirs de concerts, des interviews et des images inédites. Il sera projeté en séance unique ce dimanche à 20h, alors ne le manquez pas. Et toujours à Sarreguemines, ce week-end, la paroisse protestante organise une vente de l'Avent. Oui, qui se déroulera sur tout le week-end, le samedi à partir de 15h et le dimanche à partir de 11h au foyer Henri Bachère. Tombola, gâteaux, café et divers stands vous attendent. Et on entre réellement dans les festivités de Noël avec l'ouverture du marché de Noël de Sarreguemines. Oui, l'inauguration aura lieu ce samedi à partir de 16h30 avec une déambulation en musique de la fanfare lumineuse Les Gnomikis qui partira du musée de la Faïence pour arriver jusqu'à la place du marché où vous pourrez découvrir la toute nouvelle place des Lanternes qui vous mènera jusqu'à la maison du Père Noël. Vous pourrez ensuite profiter tout le reste de la soirée des nombreux stands et chalets de Noël. Il y a d'autres marchés de Noël, bien sûr, qui seront organisés ce week-end sur le secteur. Oui, à commencer par Kalhausen, où le syndicat arboricole et horticole organise son marché à la salle polyvalente ce dimanche à partir de 10h. Le Saint-Nicolas sera de la partie pour distribuer également des friandises aux enfants sages. À Putelange-au-Lac, ce sera au Jardin de Lulu que vous pourrez profiter d'un marché artisanal et de produits bio. Alors, des décorations aux gourmandises, le tout dans un cadre féerique. C'est le rendez-vous que où vous pourrez vous faire plaisir tout en profitant du savoir-faire local. C'est ce dimanche de 14h à 21h et évidemment d'autres marchés de Noël seront organisés, notamment à Volminster, à Rohrbach ou encore à Binin.
On a de quoi faire encore une fois ce week-end. Oui. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces sorties. Et puis on te retrouve très bientôt sur ce plateau. Anne-Céline Freiss, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Et peut-être à bientôt également. À suivre notre émission transfrontalière Grenzenlos. Dans ce nouveau numéro, Christelle Jambon se rend à Dinningen, en Sarre. Elle nous ouvre les portes de Pyrum Innovation, une entreprise qui s'est perfectionnée dans le recyclage des pneus usagés. C'est une coproduction OKTV, TV8 et Mosaïque Cristal. Bonne fin de programme et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans Grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen. À l'heure où de grandes entreprises sarroises annoncent des réductions d'effectifs, notamment dans la sidérurgie et l'automobile, eh bien on a choisi d'apporter une petite touche d'optimisme en vous présentant une entreprise prometteuse. Je veux parler de Pyrum Innovation à Dillingen. Comme vous le voyez, Pyrum Innovation recycle des pneus usagés. Nous en parlerons tout à l'heure avec ses deux PDG, mais auparavant, sommaire. Après une visite de l'usine Pyrum Innovation, on découvrira un lieu insolite où on sauve des animaux sauvages en leur donnant un nouveau foyer près de Pirmasens. On s'invitera à un déjeuner franco-allemand informel à l'initiative d'une journaliste sarroise. Dans notre labo interculturel, on transpirera à grosses gouttes au sauna en Allemagne. Et pour finir, les directeurs de Pyrum Innovation nous expliqueront comment leur est venue l'idée de recycler des pneus, mais pas que. Et oui, parce que si Pyrum recycle des pneus de tout type, eh bien elle est aussi en mesure de traiter des déchets très variés comme le plastique. Reportage sur l'entreprise. Extraire de nos pneus usagés le pétrole qui a servi à leur fabrication. Ce défi fou est lancé dès 2007 par 4 associés aidés par un ingénieur. Après 10 millions d'euros d'investissement, des années de travaux et de tests, une technique révolutionnaire a vu le jour. Résultat, une tonne de pneus donne 500 litres de pétrole brut. Ça fait depuis 100 ans qu'on essaie de le faire. Ça fait aussi depuis 100 ans qu'il y a des prototypes à l'échelle laboratoire, semi-industrielle et même industrielle. Mais comme la FA7 a déjà écrit sur nous, pourquoi des jeunes de la Sarre arrivent à faire ce que des générations d'ingénieurs n'ont pas réussi à faire, c'est la petite astuce qu'on a réussi à breveter. Quand on sait que rien qu'en Europe, on génère 200 millions de pneus usés, dont la plupart finissent en décharge publique, on comprend mieux les enjeux énormes que représente l'astuce qui a permis la construction de cette machine. De l'extérieur, rien d'autre qu'une tour, au final assez banale. Après broyage des pneus, les paillettes y sont déversées. C'est alors qu'une technologie ultra sophistiquée est employée pour extraire le pétrole sans qu'aucune combustion ne soit utilisée. Pour commencer, la machine elle est complètement autonome d'un côté énergétique, ça veut dire qu'elle sait s'auto-alimenter en courant et en chaleur. De deux, on arrive vraiment à traiter le caoutchouc sans émission. Et de trois, les produits qu'on sort à la fin du procédé, ce ne sont pas des déchets, ce sont des vrais produits qu'on arrive à réutiliser en chimie, en production de nouveaux pneus, en production de nouveaux caoutchoucs. Il n'est donc pas étonnant que Pyrum Innovation ait décroché des récompenses prestigieuses telles que le concours Lépine. Les brevets sont aujourd'hui vendus dans le monde entier. Et c'est un véritable jackpot pour l'entreprise, mais aussi pour l'environnement, car la technologie est transposable à des milliers d'autres déchets contenant du pétrole, comme le bitume ou les nombreux plastiques. L'idée de Pyrum est de créer des usines comme celle-ci un peu partout dans le monde. Pour l'instant, on en a vendu 3 maintenant, avec un contrat. Et on a plus de 25 en attente qui sont en préparation, cherchent un terrain, sécurisent les financements avant qu'ils puissent signer. Des demandes, on en a tous les jours, en moyenne 1 à 2 par jour. Pyrum Innovation n'est pas la seule entreprise à surfer sur ce secteur. Une trentaine d'autres initiatives sont menées à travers le monde. Mais elles resteraient, à ce jour,
au stade expérimental. On a des sources très confidentes qui nous ont confirmé qu'on est de loin les seuls qui ont une usine à l'échelle industrielle qui tourne 24 heures sur 24. Les autres sont tous encore au stade expérimental, laboratoire ou semi-industriel. La région Alsace a soutenu et a fait confiance dès le début aux jeunes inventeurs. Pyrom Innovation est aujourd'hui une fierté sarroise, mais aussi française. Des tigres dans le Palatinat. On pourrait croire à une plaisanterie, mais c'est tout à fait sérieux. Près de Maasweiler, sur une ancienne base militaire, eh bien des tas d'animaux sauvages, pas uniquement des tigres d'ailleurs, vivent paisiblement. L'association Tierart a fait l'acquisition en 2001 de ce site près de Pirmasens. Cet été, notre équipe est allée rendre visite à tout ce petit monde. Tout a commencé à Maasweiler avec des animaux sauvages de la région, écureuils, hérissons, chats sauvages et renards. Ceux en situation d'urgence ont été requinqués ici. Il se trouve que Roswitha Boer, la fondatrice de Tierart, était aussi prête à porter secours à des animaux plus exotiques et s'est mise en contact avec l'association Vier Pfoten, 4 pattes. C'est comme ça que des tigres se sont également installés sur le site. Tim Zeller est le soigneur animalier de Tierart. Also wir nehmen einheimische Wildtiere, Säugetiere. Es gibt da ein paar wenige Ausnahmen, die wir nicht nehmen. Wildschweine zum Beispiel nehmen wir nicht. Rehe nur in Sonderfällen. Die Problematik dahinter ist einfach, dass wir diese Tiere nicht mehr auswildern können. Und bei den Groß- und bei den kleinen Katzen, je nachdem wie die Kapazitäten da sind. Also wir könnten viel mehr aufnehmen, also die Nachfrage ist da, aber der Platz halt dementsprechend, beziehungsweise die Gehege halt nicht, weil so ein Gehegebau bei so einer Großkatze ist sehr, sehr teuer. Tierart dépend entièrement des dons pour financer la nourriture, les soins et l'hébergement des animaux. Il faut compter 400 000 € de frais de fonctionnement par an. 2 tigres sont actuellement à Maasweiler. Vavara était bloquée en Bulgarie lorsque les animaux de cirque y ont été interdits. Grâce à Vier Pfoten, elle a trouvé ici un nouveau foyer et en sa qualité de doyenne, elle a bien mérité le droit de passer encore quelques années tranquilles. Le renard argenté, Jackson, a été découvert par l'office vétérinaire dans une petite pièce carrelée de 3 mètres carrés. Il a connu la verdure à ciel ouvert pour la première fois ici. Quant à Porthos, le renard roux, son colocataire d'enclos, il ne peut plus être relâché dans la nature en raison d'une déficience visuelle et de sa domesticité. D'avril à octobre, ce refuge pour animaux est ouvert au public. Also wir haben samstags, sonntags und feiertags immer ab 11 Uhr eine Führung, beziehungsweise man kann auch eine Führung buchen. Führung geht so 1,5 Stunden bis so 2,5 Stunden, je nachdem wie viele Fragen sind, wie die Leute mitmachen. Da geht man halt über die Station, wir erzählen ein bisschen was zu uns, wir erzählen was zu dem Projekt, wie es angefangen hat, was schon passiert ist, was noch passieren soll und wo wir halt auch hinwollen. Und da erzählt man natürlich auch viel zu den einzelnen Geschichten von unseren Tieren. Weil gerade die Dauergäste, da hängen meistens tragische oder traurige Geschichten hinten dran. Les renards polaires, Frodo et Zoé, appartiennent à une race élevée depuis des décennies uniquement pour l'industrie de la fourrure. Ils ont trouvé ici un foyer paisible et sûr après avoir été achetés et libérés d'une ferme d'élevage de fourrure. Le puma Tikam était gardé comme animal de compagnie à Fribourg avant que le propriétaire ne cède devant l'insistance des autorités et l'amène ici. Tikam a rapidement eu besoin de son propre enclos car il s'est développé rapidement. Mais tous les animaux de Maasweiler ne sont pas de dangereux prédateurs. Les ratons laveurs vivent dans la partie supérieure du site. La plupart ont été sauvés de chambres d'enfants ou de cages à oiseaux. Juste au-dessus se trouve la bergerie. 40 moutons et chèvres servent de tondeuse à gazon sur le site. Ich bin aber gütig, dass du dich nicht auch noch an mir hochstützt. Le site dispose encore de place. Ne manque que le financement pour envisager d'installer de nouveaux enclos pour les ours ou les loups. Les idées ne manquent pas, ni les animaux à sauver. On
On est toujours chez Pyrum Innovation où là vous voyez les granulats de pneus usagés. Mais tout autre sujet, je vous emmène maintenant au restaurant puisque certains échanges franco-allemands se construisent aussi autour d'une bonne table. C'est le cas une fois par mois pour les membres d'un groupe informel, journalistes mais aussi représentants d'institutions franco-allemandes ou plus largement acteurs du monde culturel se retrouvent au restaurant pour tisser des liens et échanger sur leurs activités. C'est le dernier vendredi du mois. Juliette vient au restaurant La Regina retrouver les autres membres de ce club franco-allemand. Un groupe informel qui rassemble des professionnels travaillant autour des échanges transfrontaliers. Lisa Hutt, journaliste à la SR, est à l'origine de sa création après une première expérience de club qui a pris fin il y a 10 ans. J'ai pensé que c'était dommage de ne pas conserver tous ces contacts. J'ai réfléchi à un moyen qui n'était pas formel, qui n'est pas trop fréquent, qui n'avait pas lieu le soir, ouvert à tous, pas uniquement aux journalistes, aux personnes qui travaillent dans le franco-allemand. Le groupe rassemble des journalistes, des chargés de relations presse, mais pas seulement. N'importe qui peut s'y mêler. C'est le cas de Philippe qui ne travaille pas du tout dans ce domaine, mais qui vient chercher ici des contacts. J'organise donc un événement musical que j'espère devenir récurrent. J'en ai parlé à Jean-Louis, un ami d'enfance, qui m'a parlé de cette réunion transfrontalière, on va dire. Voilà. Et, donc comme mon événement est censé se dérouler à Sarrebruck, se déroulera même à Sarrebruck, c'était l'occasion qui a fait le larron. Par ce biais, les échanges sont facilités. Chacun peut trouver ici ce qu'il cherche, que cela soit un réseau ou plus simplement un contact avec des collègues œuvrant dans le même domaine. En fait, moi je suis là depuis 3 mois, donc moi personnellement j'ai besoin d'un ancrage local, territorial. Voilà, je travaillais à Sarrebruck mais je ne connaissais pas Forbach, enfin disons en tout cas pas vraiment, ou pas de gens vraiment, ou pas de vrais gens à Forbach. Donc ouais, je crois que j'avais assez envie de rencontrer des gens, voilà, des gens qui ont eux aussi la composante franco-allemande. Ce club semble avoir trouvé son rythme de croisière. Depuis une dizaine d'années, il rassemble les acteurs des échanges franco-allemands de la région de Sarrebruck. Un restaurant par mois pour resserrer les liens. Les granulats de pneus sont chauffés ici à 100 degrés Celsius. Mais là où je vous emmène, on atteint simplement les 90-100 degrés. Et c'est largement suffisant. Allez, si on se faisait une petite suée au sauna en Allemagne, l'occasion pour moi de remercier chaleureusement Dominique et Isina. Par ces temps de grisaille, Anne-Claire cherche un moyen de se réchauffer. Fraîchement arrivée en Allemagne, elle se tourne vers le sauna, une pratique bien ancrée dans les habitudes des Allemands, qui sont 30 millions à s'y prélasser chaque année. Dans son sac de sport, Anne-Claire glisse son maillot de bain et sa serviette, comme pour aller à la piscine. Au sauna, un écriteau indique Textile Frei, mais Anne-Claire n'y fait pas attention. Ce n'est qu'au moment d'ouvrir la porte du sauna qu'elle comprend. À l'intérieur, tout le monde est nu comme un verre dans son plus simple appareil. La très pudique Anne-Claire rebrousse chemin. Mais on lui a parlé des bienfaits du sauna, un moyen de se purifier le corps, alors zou. Comme si elle allait plonger du 5 mètres, elle retire son maillot et entre sans réfléchir. Elle aimerait bien taper la discussion avec ses voisins, demander pourquoi en Allemagne on est dénudé, mais ici silence, car le sauna purifie le corps, mais aussi l'esprit. Alors chut. Comme prévu, les deux PDG de Pyrum Innovation m'ont rejointe, Michael Kapf und Pascal Klein. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ursprünglich waren Sie 4 Mitbegründer. Woher kennt ihr euch? Also wir beide kennen uns schon seit der Grundschule, also schon seit wir 6, 7 Jahre alt sind. Und seitdem sind wir auch befreundet und dann kam auch irgendwann die Idee, zusammen eine Firma zu gründen, ja. Wie ist die Idee entstanden, Altreifen zu verarbeiten? Die Idee ist nicht von heute auf morgen entstanden. Die ist eigentlich so entstanden, dass wir einen Wissenschaftler aus dem Bereich Freiburg kennengelernt haben, der an der Idee seit den 80er Jahren am Tüfteln ist und er einfach Leute gesucht hat, die für ihn das Kaufmännische und das Organisatorische machen. Das haben wir dann übernommen aufgrund unseres BWL-Hintergrundes etc.
Welche Herausforderung war das damals, diese Idee in die Praxis umzusetzen? Vor allem die finanziellen Mittel, die haben dann am Anfang gefehlt. Also das ist generell ein sehr kapitalintensives Geschäft und deswegen mussten wir dann auch viel mit Fördermitteln arbeiten. Wir konnten dann aus Familie, Business Angels entsprechend Summen sammeln, aber das war auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen aus der Seite. Und technisch natürlich auch funktioniert so eine Anlage nicht von heute auf morgen. Welche Zweifel, Misserfolge, vielleicht Erfolge haben Sie bis jetzt erlebt? Die Liste ist lang, also da könnten wir 3 Tage drüber reden. Wir sind halt eben in einer Nische, die nicht normal ist. Also normal heißt, ein Start-up macht normalerweise eine App oder eine Internetseite. Dafür gibt es auch tausende Applikationen von Investoren, Business Angels, die 500.000, 1 Million investieren. Aber wenn Sie zu Investoren gehen und sagen, Sie brauchen 20 Millionen und haben erstmal gar nichts, das ist, wie soll ich sagen, nicht vorgesehen. Und wenn Sie auch zu Behörden gehen für Genehmigungen für eine Technik, die es so gar nicht gibt, und Sie sagen, Sie wollen Zehntausende Liter Öl und Abfall lagern, sagt erstmal jeder, erstmal Zurückhaltung pur. Wie läuft es? Verkauft man Lizenzen oder ja, wie ist es, um das Verfahren zu benutzen? Gut, also wir benutzen ja unsere Anlage für uns selbst, also wir sind Betreiber von unserer Anlage. Außerdem verkaufen wir auch Anlagen an Kunden auf aller Welt, weil wir ja auch nicht unbedingt in alle Länder uns mit deren Gegebenheiten vor Ort rumschlagen möchten, können wir auch Kundenanlagen vertreiben. Wir haben auch mittlerweile schon 3 Kaufverträge unterschrieben in mehreren Ländern und der Kunde kann dann auch mit unserer Lizenz die Anlage dort betreiben. Und diese 3 Anlagen, wo wurden sie gekauft? Von wem? Deutschland ist ein Privatinvestor. Irland ist der zweitgrößte Reifenrecycler Irlands und Indonesien ist ein Konglomerat aus mehreren Unternehmern, haben aber im Moment in der Pipeline noch 25 Anlagen und es wird eigentlich immer mehr, nur unsere Kapazität ist seitdem stark begrenzt. Wir können maximal 2 Anlagen in 2 Jahren bauen, vielleicht noch 3. Okay. Sie bekommen finanzielle Unterstützung von der Region Alsace, habe ich gesehen. Welche Bedeutung spielt diese grenzüberschreitende Partnerschaft? Sagen wir es mal so, das ist relativ am Anfang gewesen. Damals, als wir angefangen haben, haben wir zuerst die Pyrum Frankreich gegründet und haben natürlich als Pyrum Frankreich auch Fördermittel vom Elsass bekommen. Das war aber ein Crédit sans impôt, das war ein Darlehen ohne Zinsen. Das haben wir auch komplett zurückbezahlt, also das muss man auch zurückbezahlen im Falle eines wirtschaftlichen Erfolges. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt zwar noch keine Gewinne gemacht, aber da es uns noch gab und wir nicht pleite waren, war das für die Region ein wirtschaftlicher Erfolg. Wie gesagt, haben wir zurückbezahlt. Die Entwicklung ging aber in die Richtung, wenn es über diese Initiativförderung rausgeht, am Anfang ist in Frankreich sehr wenig. Und da muss ich sagen, dann gibt Deutschland wieder mehr. Also es ist so ein, wie soll ich sagen, wir haben eigentlich beide Seiten der Grenze gut verwenden können, aber irgendwie die einen machen das mehr und die anderen machen das andere mehr. Also irgendwie fehlt da ein bisschen der Zusammenspiel auch zwischen den Regionen. Und wie geht es weiter mit Pyrum Innovation? Gut, also wir haben jetzt gerade unser neues Schredderwerk in Betrieb genommen. Das heißt, wir können hier auch Altreifen auf dem Hof annehmen und verwerten und somit die komplette Prozesskette abbilden. Also von der Annahme des Altreifens bis hin zur Verwertung über unsere Thermolyseanlage, also um dann halt Koks und Öl daraus zu gewinnen und wieder verkaufen zu können. Also der Betrieb unseres Werkes ist natürlich das, was jetzt in der Zukunft wichtig ist und dann auch die Kundenprojekte weiter voranzutreiben. Michael Kapf und Pascal Klein, danke sehr, ich habe mich sehr gefreut. Ja, danke. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour un nouveau Grenzenlos. Tschüss!